Bonjour, jeudi 13 janvier 2022 et aujourd'hui on va décrire un peu comment l'effondrement s'auto-alimente. Voilà, il y a un certain nombre de gens qui vous ont dit tout va s'effondrer et c'est en train de s'effondrer effectivement, mais il y a peu de gens, je dirais, véritablement sur la brèche pour vous dire, voilà, si, il y a monsieur Georges Monbiot en Grande-Bretagne, mais il y a peu de gens pour vous dire, voilà, l'effondrement est en train d'avoir lieu, ça se passe de telle et telle manière, telle chose entraîne telle autre, et le processus est un processus d'emballement, parce que dans un effondrement, ben, le fait qu'il y a des pans qui s'effondrent ici et là favorise le processus global. Alors on va voir ça, je vais faire un exposé un peu systématique qui va partir de la grève des enseignants en France pour arriver à la guerre thermonucléaire qu'on est en train de nous préparer dans des discussions qui ont lieu entre l'Occident et la Russie. Mais dans l'ordre, je vais procéder dans l'ordre. Alors pourquoi c'est moi qui m'y colle bon, à vous parler de ça, ben c'est parce que je suis un peu blindé. Ça fait des années, une vingtaine d'années qu'on m'appelle alarmiste, donc je suis pas, voilà, je suis blindé. Et même dans la finance, derrière les murs des banques, combien de fois on m'a pas traité d'alarmiste pour avoir expliqué comment les choses allaient se passer et qu'elles se passent évidemment comme ça. Mais comme je le souligne toujours, pendant que ça se passe, on vous appelle alarmiste. Alors, on vous invite pas à la télé pendant ce temps-là, et puis on vous invite à la télé quand tout s'effondre, et on vous dit, mes chers monsieur, comment est-il possible que les gens vous aient pas écouté? Et alors, ce qu'il faudrait répondre, mais on est poli, on ne le dit pas, on dit, mes chers amis, est-ce que vous m'invitiez au moment où je vous annonçais que ça allait se passer exactement comme ça se passe maintenant? Non, vous le faisiez pas non plus. C'est maintenant que vous me dites pourquoi est-ce que tout le monde, mais tout le monde, vous y compris, bien entendu. Mais bon, on est fait comme ça. Les espèces de mammifères survivent à peu près 2,5 millions d'années. Nous sommes arrivés au bout. Nous avons enfoncé entièrement, voilà, la capacité de charge de l'environnement par rapport à l'espèce Homo. Et, euh, et on est en train de, voilà, d'observer en direct ce qui se passe quand une espèce s'éteint. Voilà. Il y a un très bon film là, hein. Bon, il y a de plus en plus de gens qui le regardent, on en parle beaucoup. Don't Look Up, voilà, c'est un film sur l'extinction, c'est bien fait. Le jour où des martiens viendront par ici et qui chercheront dans les grabats, ils trouveront ça, ils disant, ben, il y avait quand même un certain nombre de gens qui comprenaient comment ça se passait. Ils trouveront peut-être mon livre aussi, le dernier qui s'en va éteindre la lumière, et avant la crise du capitalisme américain. J'ai pas fait de livre sur le Brexit. Pour le moment, si vous regardez un petit peu ce qui se passe en Grande-Bretagne, les grands Bretons ont voté pour le Brexit. Ça provoque la catastrophe qui avait été prévue par ceux qui savent prévoir les catastrophes. Ils ont nommé comme Premier ministre un type pas sortable du tout. Si, il a le bon accent, il a l'accent de classe qui convient. Il arrive à faire un exposé cohérent quand on lui demande c'était quoi dans la journée d'hier. Euh, mais bon, donc c'est pas, je dirais, c'est pas un type qui a raté l'école comme Trump, mais ça fait aucune différence. C'est un populiste dans le mauvais sens du terme. Il prend les gens dans le sens du poil, il leur promet voilà, le beurre et l'argent du beurre, et les gens disent ça c'est formidable, il y en a un moins qui prend les mesures qu'il faut. Et voilà. Mais bon, il enfreint toutes les règles qu'il définit lui-même, et il va finir par devoir démissionner quand même un jour ou l'autre euh, pour l'une de ses phrases. Cela dit, si vous regardez justement sur mon blog, si vous regardez le tag qui dit démission de Boris Johnson, il a commencé à circuler il y a un certain nombre d'années. Ce genre de... La mauvaise herbe est très, très résistante, et, euh, et les Anglais vont continuer de payer les conséquences de la mauvaise gestion de leur pays. Là, j'ai fait une erreur. J'ai fait confiance aux Britanniques davantage à partir de mon expérience d'avoir vécu, c'est quoi, 11 ans dans ce pays-là, au cœur, je dirais, de la machine qui dirige le pays, l'université de Cambridge. Mais non, je dirais, le grand mouvement de désintégration était en marche, et la fascisation de nos, pardon, de nos régimes fait partie de cette désintégration. Petit hommage à M. Attali qui avait prévu ça déjà il y a 20 ans. Il a dit bon, la crise va devenir de pire en pire, et les gens se tourneront de plus en plus vers les gens qui peuvent remettre un peu d'ordre là-dedans, c'est-à-dire des solutions autoritaires.
C'est qui me conduit à vous parler un petit peu de la manière dont nous fonctionnons. Nous sommes en train d'être entièrement envahis par la pensée complotiste. Ceux qui n'arrivent pas à l'utiliser entièrement au niveau des êtres humains l'utilisent au niveau des virus. Et vous allez voir des choses extraordinaires sur les virus, de tel variant qui a décidé de faire ceci, il va éliminer les autres. On est là sur un grand champ de bataille. Non, non, ce sont des petites boules purement chimiques. Simplement, si on leur permet de circuler, elles vont continuer de circuler et comme elles ne sont pas tout à fait au point, elles vont muter, il y aura des erreurs, et il y a certaines de ces erreurs, il se fera qu'elles seront très dangereuses pour nous et d'autres qui seront plutôt à notre avantage, mais tout ça c'est du hasard, tout ça n'a pas rien à voir avec la compétition darwinienne, etc. Les gens qui vous parlent de sélection naturelle à propos de ça, disant que les gens qui se vaccinent, ils favorisent, voilà, ce que les plus gros molosses des virus, non, non, ça marche pas comme ça du tout. C'est simplement qu'en se faisant pas vacciner, on permet que le virus continue de circuler et comme il mute parce qu'il fait des erreurs, il va produire des mutations. Donc, c'est pas très compliqué et donc non, ce sont pas les gens qui se vaccinent qui enfoncent le reste. Non, 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 ce sont ceux qui se font pas vacciner et qui permettent que ça continue à fonctionner. Mais enfin bon, n'entrons pas dans ces détails-là. Pourquoi ce complotisme que chacun, voilà, que les complotistes appliquent à tous les niveaux, aussi bien au niveau des hommes, des femmes, des systèmes politiques que des particules et que des virus. Il y a une raison historique à ça. Je voyais, on m'a signalé hier à la sortie d'un livre de Philippe Julien qui s'appelle Moïse et la Chine ou quelque chose comme ça, et qui s'interroge pourquoi la Chine n'est pas devenue, ou plutôt, dans l'autre sens, pourquoi est-ce que nous avons créé des religions comme les nôtres et que la Chine n'a pas jugé nécessaire de faire ça. Alors je l'ai commandé aussitôt, je vais essayer de dire ça. C'est des choses dont je parle, mais je parle sans les connaître bien parce que je suis vraiment pas un spécialiste de ça. Et je vais regarder ce qu'en dit François Julien. Comment faisaient-nous autrefois? On avait des religions du type Grèce antique, enfin je veux dire dans nos pays, de type Grèce antique, de type Rome antique, de type vaudou africain. C'est là, voilà, le panthéon du vaudou. C'est à peu près le même, j'ai parlé de ça quelque part, c'est à peu près le même que celui de la religion grecque traditionnelle. Et là, c'était très simple. Quand il y avait tout à coup un volcan qui commençait à cracher, on disait oh là là, c'est Vulcain qui s'est levé du pied gauche. Alors, quand il y avait une tempête terrible, que ça pétait de tous les côtés, on disait oh là là, c'est Jupiter qui est pas content. Qu'est-ce qui, bah, il orgnait telle dame et puis elle a déjoué son plan, ou bien le mari de la dame l'a emmené ailleurs et Jupiter il nous envoie cet orage carabiné. On avait des dieux à qui on pouvait reprocher tous les fléaux, toutes les erreurs qu'on faisait nous-mêmes, on pouvait leur reprocher en disant voilà, c'est Jupiter, c'est Vulcain, c'est Neptune, ah c'est inondé, ah bah c'est Neptune, hein, bien entendu c'est lui qui s'occupe de ça, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait quand on n'a plus eu ces dieux pour expliquer? Eh ben on les a remplacés par autre chose. On a dit c'est les juifs, c'est les arabes, c'est les gitans, c'est ceci, c'est cela, c'est mon voisin parce qu'il a une tête qui me revient pas, etc. On aura peut-être un petit clin d'œil à mes amis anthropologues qui réhabilitent le fétichisme comme étant le nec plus ultra dans la pensée humaine. Rétablissons des dieux grecs et comme ça on se reprochera pas les uns aux autres tout ce qui va pas. On pourra continuer de dire que c'est Jupiter, Neptune et Vulcain qui sont pas contents. Bon. La Chine a été épargnée de ça et c'est probablement ça qui est. S'il y a un endroit du monde où ça survient un peu, ça va être ça. C'est la chance qu'auront eu les Chinois voilà, parce qu'ils étaient obligés de travailler voilà, comme des dingues dès le départ, qui se sont intéressés à la bonne vie, mais pas à la bonne vie dans le paradis terrestre quelque part, à la bonne vie ici, n'ayant pas de garantie qu'il y en aurait une ailleurs. Alors, comment ça marche l'effondrement? Allez, on commence par la France. Aujourd'hui, c'est la grande journée de manifestation des enseignants. Ils sont pas contents du fait que voilà, on reconnaisse que ça vienne en surface, que le rôle qu'on leur assigne maintenant, c'est essentiellement des garderies et que c'est pour permettre que les gens aillent travailler. Et si c'est pas les garderies, c'est de toute façon dans un cadre beaucoup plus général de maintien de l'ordre qu'on envoie les enfants aux écoles.
et que parce que bon, les choses vont changer. J'ai écrit un livre il y a longtemps, 83, je crois que ça a paru en 84, avec Geneviève Delbos, un livre qui s'appelle La transmission des savoirs, et dont bon, nous avons la chance qu'il soit considéré maintenant comme un classique dans les sciences de l'éducation, ce qui m'a valu il y a quelques mois de participer à enfin d'être un keynote speaker, d'être le premier intervenant dans un colloque des sciences de l'éducation. Et là, mon public n'a pas été très très content des constats que j'ai faits, qu'avec la venue de l'Internet, où on peut effectivement trouver n'importe quoi, mais on peut aussi trouver de l'information sur l'Internet qui est d'une meilleure qualité en moyenne que ce que font les enseignants, dont la formation est insuffisante, qui sont très très mal payés, qui étaient des concentrateurs de savoir. À l'époque, il fallait aller dans les bibliothèques et ils concentraient le savoir et le dispenser aux jeunes. Maintenant, les jeunes savent que ce savoir-là, ils peuvent, en ayant leur smartphone sur leur genou, ils peuvent vérifier si le prof n'a pas fait, ça m'est arrivé, vérifier si le prof ne dit pas des conneries sur Wikipédia, et ainsi de suite. Oui, il y a des erreurs sur Wikipédia, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, je m'égare. Alors, grève des enseignants en France. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on laisse les écoles ouvertes parce qu'on se dit, et on voit les chiffres. Bon, peut-être que le variant Omicron tue moins de gens, qu'il les garde moins longtemps à l'hôpital, que les dégâts sont moins graves. Mais comme il atteint beaucoup plus de gens, les hôpitaux vont quand même être remplis. Je voyais, ça c'était pas en France, mais enfin c'était une dame qui dirige une école aux États-Unis qui disait, moi à 5h30 quand je me lève, ma grande frayeur en ce moment, c'est est-ce que je vais trouver tous les conducteurs de bus scolaires qu'il me faut, et sachant que qu'est-ce qu'on fera des enfants qui seront là à attendre un arrêt et le bus ne viendra pas, et voilà. Et on en arrive à ça, bien entendu. On veut que l'économie continue le plus possible, mais avec un variant qui se diffuse 10 fois plus que le précédent. Il y a un très grand nombre de gens qui vont se retrouver quand même hors course. Alors on dit oui, c'est formidable, ça aura l'immunité collective, voilà, voilà. Mais malheureusement, les gens sont vaccinés, auto-immunisés en ayant la maladie. Ça dure, on le voit maintenant, ça dure 3 mois, 4 mois, etc. Maintenant, on nous dit on travaille dur sur un variant spécifique, pardon, sur un vaccin spécifique pour le variant Omicron, mais c'est une bonne chose. Et on est lancé dans une course de ce type-là. Mais il y a une dame, voilà, une doctoresse, le mot existe, oui, il ne faut pas inventer docteur, le mot doctoresse existe, vous pouvez le voir, hein, vous allez trouver ça à partir du XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Une doctoresse qui nous explique que oui, mais que pendant ce temps-là, comme on est en train de détruire les forêts tropicales, que pendant ce temps-là, on est en train de casser entièrement la biodiversité, il y aura de plus en plus que tout ça fond autour de nous et qu'il y a des millions de virus qui sont là dans le permafrost sibérien sont en train de sortir, que là non plus ça va pas s'arranger. Les épidémies sont là pour rester pendant un moment, et est-ce qu'elles auront notre peau à l'arrivée ou bien est-ce que ce sera autre chose, ce qui m'amène à l'actualité internationale. Donc Boris Johnson, très très critiqué aux États-Unis, le pays qui n'arrive pas à sortir de voilà, il est sur des rails pour aller au fascisme depuis l'élection de Trump. Et bon, il est peut-être même avant, on le voit bien, il faut des majorités de l'ordre des 2 tiers pour voter des lois qui maintiennent en état les institutions républicaines, qui permettent aux gens d'aller voter c'est le jour des élections. S'il n'y a pas des lois qui permettent, s'il faut, pour obtenir des majorités extraordinaires de 2 tiers pour simplement maintenir le système en marche, le système ne va pas rester. Et c'est ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis. Les démocrates
qui essaye, voilà, de s'intéresser, bon, c'est une rencontre des mots, mais de maintenir le cadre de la démocratie américaine telle qu'elle est définie là-bas, n'y parviennent pas. Donc, un régime qui devient de plus en plus fasciste, c'est-à-dire de plus en plus incontrôlable, qui permet effectivement, sans doute, de prendre des mesures plus rapidement que des régimes démocratiques, mais comme personne ne sait ce qu'il faut faire exactement, comme il s'agit d'une espèce à bout de course au bout des 2,5 millions qui lui étaient alloués, et qui n'a pas à l'intérieur d'elle-même des mécanismes d'autorégulation de sa population, on va droit dans le mur. Et ce qu'on voit simplement ces jours-ci, c'est comment tout ça va s'auto-alimenter, comment l'effondrement ici va entraîner un autre. Aux États-Unis, on nous montre les étagères vides dans les magasins, et de toute façon, quand vous trouvez le produit, son prix a augmenté de 7% au cours de l'année. Pourquoi? Parce que on avait créé ces chaînes d'approvisionnement en flux tendu, et c'était bien quand il n'y avait pas de crise du tout, mais dès qu'il y a une crise, évidemment, ça démultiplie rapidement les problèmes. Donc on ne va plus trouver les trucs dans les magasins, les gens se précipitent bien entendu pour trouver les dernières choses qui restent sur les rayons. Il n'y a pas assez de gens pour quand il y a un arrivage, il y a la moitié des gens qui devaient remettre ça sur les rayons sont malades à la maison, et donc ils ne peuvent pas le faire, et ainsi de suite. Ils sont malades à la maison et on leur a renvoyé les enfants à la maison parce que les instituteurs ne peuvent pas les garder parce qu'il n'y a plus assez d'instituteurs, et ainsi de suite. Ou alors, bon, l'école est tellement contaminée qu'il faut la fermer, et les enfants vont quand même à l'hôpital, même si ils n'en meurent pas en général, heureusement, et ainsi de suite. Donc tout ça marche en même temps. L'effondrement, c'est pas un truc qui se passe juste ici, dans un secteur particulier. C'est l'ensemble d'un système qui est en train de s'effondrer de manière parallèle. Alors, je vous le dis, quand on m'a demandé très aimablement à l'Université catholique de Lille de parler de l'après-Covid, je vais parler quand même tout de suite. Et c'était il y a longtemps, c'était tout au début de l'épidémie. Je vous ai parlé tout de suite du risque de guerre thermonucléaire, parce que nous avons des arsenaux à peu près partout et nous n'avons pas utilisé ça jusqu'ici, mais comme on n'a plus de Dieu à qui on peut reprocher tout ce qui va mal, on est obligé de le faire, de dire que c'est la faute du voisin, et que de vieux soucis, voilà, un vieux souci médiéval de constituer une grande Russie revient à l'avant-plan. Bon, je ne leur reproche pas particulièrement de le dire. Si l'OTAN, pendant ce temps-là, non seulement met des armes absolument partout autour de la Russie, j'oublie ce que j'allais dire parce qu'il y a un truc qui s'allume là et que j'aurais pas dû laisser un voyant s'allumer. Qu'est-ce qui va se passer? On a des discussions, on ne va pas avancer. Ah oui, bon, la question de l'OTAN. L'OTAN n'a pas de raison véritablement de vouloir étendre son empire et d'aller. C'est de la provocation gratuite de dire on va mettre l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN, parce que c'est vrai que je donne raison ni aux Ukrainiens indépendantistes ni aux partisans de la Grande Russie, mais il y a des histoires qui font qu'il y a des affinités d'un côté et qu'il n'y en a pas de l'autre, et qu'il ne faut pas chercher un empire qui essaye de s'étendre. De toute manière, bon, il facilite pas les choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est l'Inde et le Pakistan, deux puissances thermonucléaires. Ça n'a pas encore pété, mais il n'y a pas de raison. Les contentieux à aucun moment n'ont disparu. Quand les difficultés vont augmenter à l'intérieur du Pakistan et à l'intérieur de l'Inde, les tensions vont augmenter. Dans chaque pays, on dira que c'est essentiellement un problème créé par les autres, et on voudra en découdre. Et dans le cas du
des relations entre la Russie et l'Occident. Il y a là une poudrière depuis très 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 longtemps. Il y a des zones, voilà, des zones tampons comme le Donbass et des choses comme ça, et on peut vraiment se battre là-dessus, rester sur ses positions. Et dans la mesure où ça va de plus en plus mal, chaque dirigeant de chaque pays a intérêt justement pour mobiliser ses propres troupes ou pour les décourager de le critiquer, de dire regardez c'est la faute des autres, ils sont manifestement torts, etc. C'est-à-dire que cette histoire d'Ukraine, de troupes massées aux frontières de l'Ukraine par la Russie, il n'y a pas de raison que ce soit une affaire qui se termine bien. Et si c'est carrément, si les affrontements ne commencent pas quelque part, je dirais, à la frontière israélo-syrienne, ils peuvent très bien commencer du côté, bien entendu, de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui est une poudrière depuis très 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 longtemps, et des gens surarmés des deux côtés. Et la tendance qui va continuer d'augmenter parce que la situation intérieure de chacun des pays va ne pas arrêter de se dégrader, de vouloir blâmer les autres plutôt que la fatalité, plutôt que est-ce qu'il y aura beaucoup de conférences disant non, on a atteint les 2,5 millions d'années pour une espèce de mammifère et puis c'est tout. Alors il faut être très philosophe et regarder comment ça se passe simplement, mais en sachant que c'est un processus qu'on peut pas arrêter. C'est un mouvement inéluctable. C'est voilà, l'histoire là va dans une seule direction. Et quand je regarde les travaux de Monsieur Wolfram, il me convainc qu'effectivement, voilà, on peut localement, et ça c'est connu depuis pas mal de temps, c'est des gens qui sont intéressés au phénomène d'émergence et d'auto-organisation, on peut créer de l'organisation ici et là parce qu'il y a dans les processus physiques et dans les processus chimiques des choses qui vont déboucher sur du biologique et le biologique va créer de l'organisation par des échanges, grâce à des échanges d'énergie avec l'extérieur qui vont faire qu'il va y avoir de l'organisation et des choses aussi compliquées que voilà, qu'envoyer une fusée dans la Lune, des choses de cet ordre-là. Mais tout autour, il y a un processus qui est beaucoup plus vaste que ça, qui est l'histoire de l'univers. Et si on est d'accord avec le cadre général de M. Wolfram, et je l'ai rappelé que depuis que j'ai commencé à le lire autour de 1984, je me suis dit que c'était voilà, un mathématicien, un physicien qui allait dans la bonne direction. Eh bien, on peut se dire que devant des choses comme la disparition d'une espèce de mammifère, que c'est quelque chose qui est programmé depuis le départ, depuis son émergence, depuis qu'elle a décollé, c'est quelque chose qui aurait lieu un jour ou l'autre. Alors, il y a des mécanismes particuliers pour certaines espèces où ils dépendent où la fécondité dépend de la concentration, de la densité autour d'eux, etc. Il y a des trucs qui permettent voilà, de freiner des processus, il y a des petits arrangements locaux. Mais pour ce qui est d'un processus global comme l'émergence voilà, de l'espèce Homo, et il y en a eu plusieurs au départ, et nous sommes ceux qui avons éliminé les autres, mais le moment est sans doute venu d'essayer dans la dignité de prolonger, et on ne sait jamais parce qu'on a inventé quand même des choses extraordinaires qui permettent de ne pas rester là simplement passif, assis sur ses mains. On peut se dire, on a peut-être nous les moyens voilà, d'empêcher un processus de ce type-là et de le faire. Ça, bon, le jeu en vaut la chandelle. De toute façon, on n'a pas le choix que d'essayer de faire quelque chose, mais qu'on réussisse ou non, c'est probablement programmé soit pour la réussite, soit pour l'échec, mais ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas à l'intérieur de ce processus comme des gens convaincus que nous avons un libre arbitre, que nous pouvons prendre des décisions, que je peux décider ce matin de faire une vidéo et que je peux essayer, comme monsieur Adam McKay en faisant son film Don't Look Up, d'essayer quand même de secouer un petit peu les choses et que les gens se réveillent et ne viennent pas toujours après la bataille en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas écouté au moment où vous disiez ces choses tellement raisonnables, et non, à ce moment-là on est dans l'optimisme béat et on croit que ça va continuer comme ça, ce qui n'est pas le cas. Allez, à bientôt quand même.